Quand j'étais à l'école primaire, il y avait une boutique de jeux vidéo pas loin dans laquelle j'allais très souvent et qui vendait des cartes Magic. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre jeu de cartes à jouer. J'ai découvert ça, je devais être au CM1, donc il y a quand même plus de 15 ans. Et très vite, je me suis mis à les collectionner parce que j'adorais leur visuel et clairement pour moi c'est le jeu qui possède les plus belles illustrations de tout jeu de cartes confondu. Et le problème c'est qu'à l'époque, dans la cour de récré, c'était Yu-Gi-Oh qui pesait dans le game. Et dans mon école, personne ne jouait ou ne connaissait Magic. Ce qui fait que je jouais tout seul à la récré avec mes cartes, parce que personne ne voulait jouer avec moi, par conséquent je n'ai jamais pu vraiment apprendre les règles de ce jeu qui me passionnait pourtant. Voilà, j'avais envie de partager cette petite anecdote, histoire de nous mettre de bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo FAQ, oui je sors 3 vidéos par an et je fais une FAQ, je suis la plus grosse arnaque de YouTube, qu'est-ce qu'il y a ? Comme d'habitude, je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram et ça m'a fait mal au cœur de pas pouvoir toutes les choisir, parce qu'il y en avait des très très bonnes. Certains d'entre vous ont eu la délicieuse idée de me mitrailler de questions sur un seul commentaire. Du coup, je ne pourrai pas répondre à tout, donc pardonnez-moi à l'avance, surtout que j'avais déjà répondu à certaines questions dans la FAQ de l'année dernière, donc si vous avez du temps à perdre, allez-y. Et du coup, commençons avec la première question qui nous vient de un ananas qui lit. Ce pseudo me fait rire. Le processus de l'auto-édition, c'est quoi au juste ? Ça dépend comment on l'aborde. Il y a 2 façons. La première, c'est par dépit, donc tu choisis l'auto-édition parce que aucune maison ne veut de ton roman. C'est ce qui pousse d'ailleurs la grosse majorité des auteurs à se diriger vers cette solution. Puis il y a la deuxième façon de l'aborder, qui est la mienne, qui est un vrai choix. Dans mon cas, je n'ai jamais envoyé Mardas à une seule maison d'édition, et ce n'est pas prévu, en tout cas pour l'instant. Non pas que je méprise les maisons d'édition, absolument pas, au contraire, il y en a beaucoup que j'estime et d'autres sur lesquelles je vomis, mais du coup, l'état d'esprit dans lequel tu vas aborder l'auto-édition va clairement définir son résultat. En tout cas, ça aura un gros impact. Parce que mine de rien, l'auto-édition, c'est plusieurs métiers à la fois. Il suffit pas juste d'envoyer son roman sur Amazon ou ailleurs, c'est pas les plateformes d'auto-édition qui manquent, et hop, c'est bouclé, j'attends les ventes. Non. Non. Un auto-édité fait le travail de toute une maison d'édition, excepté pour l'impression et la distribution. Alors, en théorie, parce que en pratique, ça se passe pas toujours comme ça, et c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas de solution miracle. Si on veut se lancer dans l'auto-édition, il faut se former à tous les métiers liés à l'édition. Je dis pas qu'il faut tous les maîtriser, parce que clairement, c'est pas possible, sinon tu es un robot. Mais au moins avoir les bases, que ce soit en graphisme, pour savoir utiliser des outils numériques comme Photoshop ou GIMP, pour savoir faire une couverture et d'autres visuels dédiés à la promotion ou ce que tu veux. Avoir des bases en communication et marketing, tout ce qui se rapporte au milieu de la vente de manière plus globale. Maîtriser aussi les logiciels bureautiques, ça par contre c'est le minimum à demander, j'ai envie de dire. Savoir gérer aussi l'administration, parce qu'il y a aussi une partie paperasse qui n'est pas excessivement chiante si tu veux, et pourtant je suis allergique à ce genre de choses, donc c'est surmontable. En gros, il y a énormément de casquettes à porter en auto-édition. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un travail qui est colossal, quand on prend ça au sérieux. Beaucoup considèrent l'auto-édition comme la facilité parce que t'as la certitude que ton bouquin sera édité, mais pas vendu. Et j'ai fait une réponse extrêmement longue. En vrai, juste cette question, elle mériterait une vidéo à part entière en vrai, donc je vais passer à la suite. Une question de Louride qui me demande quelles sont tes inspirations dans l'écriture de Mardas en matière de films, jeux, bouquins, etc. Il y en a beaucoup, disons que je m'inspire pas forcément de la fantasy en général pour créer mon histoire. Je peux très bien regarder un western, même si j'aime pas ça à la base, et me dire « Ah putain, j'aime bien cette scène, j'aime bien comment elle est tournée, j'aime bien la façon dont le personnage a fait cette entrée, j'aime bien ce vêtement, j'aime bien ce décor », des petits détails comme ça que je relève et que je transforme après à ma sauce pour l'adapter à mon univers. Donc mes inspirations, elles viennent un peu de partout, que ce soit de la science-fiction, du thriller, de l'action, de la romance. Des fois, il y a des surprises. En jeu vidéo, c'est sensiblement pareil. Il y a un jeu vidéo qui m'a inspiré pour le personnage de Greenwalk, en tout cas pour le physique. C'est le jeu vidéo Styx que j'ai adoré à l'époque, qui est vraiment un bon jeu d'infiltration comme j'aime. Et j'avais adoré parce que c'est vaguement ce type de tronche que j'imagine pour Greenwalk, qui n'est pas un gobelin en vrai, il appartient à la race descendante des gobelins, donc il y a quand même des traits qui sont marqués et qui font penser aux gobelins. Et du coup, quand j'ai commencé à créer le personnage de Greenwalk, j'avais cette tête dans ma tête. Et c'est avec cette tronche-là, alors vaguement, parce que quand on lit le livre, il y a d'autres détails qui s'ajoutent, comme ses cheveux par exemple, mais du coup voilà, Styx fait partie de ces jeux, et bien sûr je ne peux pas ne pas citer Skyrim.
dont la BO m'a inspiré toute la saga. Et pourtant, il n'y a pas un seul putain de dragon dans mon univers. Il y a assez de dragons comme ça dans les œuvres des autres, pas besoin d'en rajouter plus. Une question de Mathias qui me demande: est-ce que tu te formes à l'écriture ou tu ne comptes que sur ta propre expérience pour t'améliorer? Former, c'est-à-dire, est-ce que je prends des cours d'écriture? Non. Est-ce que je devrais? Putain, probablement. Disons l'expérience. Je le vois en ce moment, hein, actuellement, quand j'ai la force mentale de relire mon premier tome, enfin des passages du premier tome, pour les besoins du deuxième, et je vois très bien la différence de plume entre les premiers chapitres, son milieu et sa fin. Et pas forcément dans la façon d'écrire, hein, même si clairement c'est assez flagrant, mais aussi dans les idées et la façon d'amener les scènes. Je sais pas si je m'améliore, mais en tout cas je vais de plus en plus vers mon propre style, qui est très clairement celui du tome 2, pour le coup, là je suis vraiment à l'aise, que vous découvrirez du coup l'année prochaine. Legnaflo me demande: quel temps consacres-tu à l'écriture? As-tu une organisation particulière sans compter l'été? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, je n'ai aucun problème avec l'été, cette saison qui est particulièrement magnifique. Non. J'essaye d'écrire tous les jours, vraiment le plus possible, c'est parce que j'ai que ça à foutre. Et quand je suis en session d'écriture, en général, ça dure entre 3 et 6 heures par jour. Mais en vrai, c'est pas énorme parce que c'est ce qu'il me faut pour écrire 3 pages. Donc, oui, je suis extrêmement lent. Linibooks me demande: est-ce que tu penses faire un jour un tome de Mardas avec un personnage principal féminin en couverture? Alors oui, en tout cas, je vais tout faire pour. Je fais en sorte de faire apparaître un personnage différent sur chaque couverture. La première c'était Mardas, la nouvelle c'est un autre personnage, la troisième ça sera un autre, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai prévu le truc, donc oui, un personnage féminin est censé figurer sur une des couvertures, parce qu'elle est essentielle à l'histoire uniquement et rien d'autre. Mélianor, auteur, me demande: je vais faire mon gros capitaliste, mais c'est pas grave. Tu as vendu combien d'exemplaires du premier tome? Est-ce que ça correspond à tes attentes? Est-ce que tu t'es fixé un objectif à partir duquel tu te dis j'ai réussi ce que je voulais faire? J'en ai vendu, à l'heure actuelle, un peu plus de 650 je crois. J'avoue qu'à un moment donné, je regardais genre mais vraiment tous les jours. C'était devenu une sorte d'obsession parce que j'ai eu des périodes comme ça où ça faisait que monter, où les ventes grimpaient, où j'en vendais entre 5 et 6 par jour, et en fait, avec un feutre, je marquais le nombre d'exemplaires que je vendais au fur et à mesure, et ça me permettait en fait d'avoir le chiffre exact sous les yeux, que je mettais à jour régulièrement, mais j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça parce que en vrai ça commence à rendre fou au bout d'un moment. Parce que c'était vraiment la première chose que je faisais en me levant, c'était mon rituel, genre je me levais et j'allais voir les ventes. Et en fait je me rendais compte que dès que je vendais un peu moins, ben ça me faisait quelque chose et je me suis dit que c'était pas bon en fait, c'était pas bon de faire ça. Du coup je suis beaucoup moins attentif aux ventes qu'il y a quelques mois. Mais je crois que ouais, 650 peut-être un peu plus, enfin, vraiment je suis pas allé vérifier mais on est dans ces eaux-là. Après, est-ce que ça correspond à mes attentes? En vrai, ouais. Ouais, beaucoup. Quand j'ai fait le bilan de l'année, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ce que j'espérais à la base. Genre, de manière réaliste. Parce que on voit tous très grand quand on sort un livre, mais on a aussi une vision qui est réaliste de la chose. Et cette vision réaliste que j'avais sur mes ventes, sur mes premières ventes, elle a largement été dépassée. Et j'espère vraiment de tout cœur que le tome 2 fera encore plus bouger les choses, mais ça ne dépend que de moi. Une question maintenant de Romirid qui me demande: comment as-tu imaginé le personnage de Mardas? Depuis tout petit, en fait, j'adore les méchants. Quand je regardais des dessins animés ou des films, j'étais toujours du côté du vilain. J'avais une espèce de fascination, en fait, pour ces personnages un peu monstrueux et sombres, à tel point que souvent je faisais des avances rapides pour passer directement à leur scène, parce que les héros me cassaient les couilles, en vrai. Donc ça me paraissait normal, en fait, pour moi, de créer un personnage principal inspiré de tous ces seigneurs des ténèbres de la pop culture que j'ai idolâtré dans mon enfance. Putain, ça fait tellement enfant psychopathe. Et puis aussi, je suis un grand fan de masques, j'adore les masques, et ça aussi depuis tout jeune, je fais une fixation sur les masques et les longues capes noires qui traînent au sol.
Du coup, il fallait que mon personnage principal porte un masque. Un masque qui a une histoire, qui a un sens pour lui comme pour nous, et surtout qui le caractérise, qui le définit et qui permet de l'identifier, de le reconnaître. Une question de Emily qui me demande comment fonctionnes-tu pour créer le plan des différents tomes de Mardas? Est-ce que tu as déjà un plan détaillé pour chacun ou tu les travailles au fur et à mesure après avoir fini d'écrire le tome précédent? Et si tu avais déjà le plan de chaque roman, as-tu aussi créé une structure qui couvrait l'ensemble de la saga de façon transversale pour être sûr que tout tenait la route? Question très longue. Comment je fonctionne? Je fonctionne pas vraiment. Alors oui, j'ai un plan pour chaque tome, hein, j'ai les grandes lignes pour chacun d'entre eux, et j'ai les 5 fins de tous les tomes qui sont écrites dans mon carnet depuis un moment déjà. Après, mais ça je pense que c'est tous les auteurs qui sont comme ça, on a les grandes lignes, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on a la forme, mais on n'a pas le fond. Et le fond, on travaille pendant l'écriture du tome en question. Si je prends le tome 2 de Mardas, avant même de commencer l'écriture, j'avais déjà plein de scènes que je voulais mettre à tout prix, mais ces scènes, faut les relier entre elles, hein, un peu comme une putain de toile d'araignée pour que ça ait un sens, et pour moi, c'est la partie la plus dure. Après, je cache pas que, par exemple, pour le dernier tome, même si je sais comment ça se finit, je sais pas du tout encore comment l'aborder et comment arriver à cette fin. Mais selon moi, ça tient la route, après, ce sera à vous aussi d'en juger. Anaïs qui me demande, pour le tome 2, sais-tu dans l'idée globale de quoi s'agira le culte? Est-ce que l'intrigue du culte s'intégrera uniquement sur ce tome ou sur la longueur? Alors pour la première question, parce que c'est quand même le sous-titre du livre, le Culti Mortis, donc oui, je sais de quoi il en retourne, hein, ça a été travaillé en amont, même pendant l'écriture du premier livre. Quant à son intrigue, elle sera pleinement exploitée dans ce tome, mais sur la longueur, si on veut, ça fera toujours partie de l'univers et de son background, mais ça ne sera plus au cœur de l'intrigue principale à partir du 3e tome. Une question maintenant de Victoire qui me demande quelle est l'évolution entre les 2 tomes, quels seront les personnages les plus développés et comment évolueront les anciens. L'évolution, comme je l'ai dit, elle se fera surtout au niveau de la plume. Après, concernant l'histoire, on reprend exactement là où on s'était arrêté à la fin du 1. L'évolution se sentira surtout dans les personnages, comme vous pouvez l'imaginer, enfin ceux qui ont lu en tout cas, après cette fin, les personnages n'auront plus rien à voir avec ceux du premier tome. On découvre aussi beaucoup plus l'univers, il y a tout un arc narratif axé sur les différentes races, les différentes tribus, leur contexte politique et social. On en apprendra beaucoup plus sur le background de l'univers que dans le premier. Ensuite, nous avons une question de César Worlds qui demande quel conseil donner aux jeunes auteurs, comment commencer, avec quel style, quels ouvrages de conseils, faut-il s'inspirer de choses déjà faites, se mettre une contrainte d'écriture, bref, comment commencer à beaucoup écrire quand on est au lycée. Le truc c'est que je me sens pas suffisamment légitime pour donner des conseils aux jeunes auteurs parce que j'ai pas une expérience de plusieurs années, hein, même si j'ai commencé à écrire Mardas en 2015 maintenant. Comparé à certains de mes collègues, je suis encore un bébé hein, dans ce milieu, donc j'ai pas une expérience extraordinaire. Tout ce que je peux te dire c'est que j'ai commencé sans style en particulier. J'ai commencé avec rien quoi. Aucune base en littérature, aucune base en mise en page, aucune base sur comment faire un roman. Donc vraiment je suis parti de rien du tout. J'écrivais comme ça venait et c'était de la merde. Ensuite j'ai commencé à lire des bouquins de fantasy, principalement ceux de David Gemmell, et c'est là que j'ai pu progresser dans l'écriture, parce que c'est en m'inspirant un peu de son style, et c'est à partir de là que j'ai commencé à progresser dans l'écriture, et petit à petit, à force de m'exercer, mon style commençait doucement à apparaître. Je le voyais parce que je devenais de plus en plus à l'aise pendant mes séances d'écriture, et ce que j'écrivais ressemblait à quelque chose, contrairement à ce que j'écrivais avant. Peut-être qu'un jour je vous montrerai les premières versions de Mardas, vous verrez qu'on est très loin de ce qu'on a maintenant. Après pour les inspirations, tout le monde s'inspire de tout le monde depuis la nuit des temps, je veux dire c'est pas un mal de s'inspirer, tant que ça ne devient pas une copie. Le but quand tu t'inspires, c'est quand même de prendre une idée qui te plaît à la base, la transformer et l'adapter à ton style, et là ça devient intéressant. Et si je devais donner un seul conseil, c'est va à fond dans ton délire. Ne te mets aucune barrière et aucune contrainte. On veut de l'original, alors si t'as des idées loufoques et que tu doutes, fonce. C'est ça qu'on demande. On en a marre des histoires qui se répètent encore et encore depuis des décennies avec les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes, donc n'aie pas peur de proposer quelque chose de nouveau, et surtout, amuse-toi.
Je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'on est bon. Merci à tous d'avoir pris le temps de poser une question. J'espère que cette vidéo aura su combler votre ennui le plus absolu. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour suivre l'actualité de la saga. Et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, des bisous, ciao!